Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à Mons aujourd'hui pour cet événement qui, en lui-même, est un signe de résilience, puisque, initialement, il était prévu que cette journée soit directement adjointe au colloque que nous avons organisé en décembre dernier et que cette journée soit en quelque sorte la déclinaison avec les responsables locaux, avec les gens qui sont directement aux manettes des conclusions et des idées que nous avions tirées du congrès de décembre. Quelque chose qui est apparu de façon significative lors du congrès de décembre qui s'est donc tenu quelques mois après les inondations qui ont ravagé l'Est du pays, c'était la nécessité de mettre en place en Wallonie une véritable culture du risque et de la résilience. Et effectivement, un des grands enseignements de cette tragédie des inondations, c'est à quel point nous étions impréparés aux manifestations du changement climatique, impréparés face à toute une série de risques naturels, et combien il était important, évidemment, de prendre toute une série de mesures en matière de logement, en matière d'aménagement du territoire, mais aussi en matière de procédures d'alerte précoce ou d'évacuation des populations, et combien ces mesures de politique publique devaient s'intégrer plus largement dans une véritable culture du risque qui manquait encore largement en Wallonie. Et donc l'objectif de cette journée, comme celui du congrès de décembre, c'est vraiment de pouvoir développer aussi cette culture du risque et de pouvoir veiller à ce que cette préparation se diffuse au sein des différentes administrations et au sein des différents services qui auront la charge de répondre à ces défis environnementaux. Aujourd'hui, nous allons travailler largement par ateliers, par groupes de travail, organisés chacun autour d'un risque particulier. L'avantage d'avoir découplé ces deux journées, c'est que entre-temps est paru le deuxième volet du 6e rapport d'évaluation du GIEC qui porte précisément sur ces questions d'impact du changement climatique, ces questions de vulnérabilité et aussi ces questions d'adaptation. Et je voudrais vous en livrer quelques enseignements qui pourraient peut-être guider aussi cette journée et faire le lien entre ce que nous allons faire aujourd'hui et ce qui a été fait en décembre déjà. Un des premiers grands enseignements de ce rapport, qui nous semble aussi évident suite aux inondations, c'est l'impératif de l'adaptation. Trop longtemps, dans les pays industrialisés, nous avons considéré que la lutte contre le changement climatique passait uniquement par la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui reste évidemment une priorité, mais nous avons largement considéré que les questions d'adaptation étaient affaire des pays du Sud. Et nous avons, au fond, mis une grande distance entre nous et les impacts du changement climatique et ces événements climatiques extrêmes, comme si ces événements étaient pour les autres plutôt que pour nous, comme si ces événements étaient pour les générations futures ou pour les pays du Sud. Le changement climatique que nous avons engagé est irréversible. C'est un voyage sans retour. Et c'est aussi la raison, je crois, pour laquelle nous ne devons pas parler de crise climatique, parce que l'idée de crise sous-tend l'idée d'une période éphémère qui précéderait un retour à la normale. Il faut nous habituer au fait qu'il n'y aura pas, avec le climat, de retour à la normale, en tout cas pas dans l'espace de nos vies. Et qu'au contraire, plutôt que de retourner à la normale, il va falloir nous projeter vers une nouvelle normalité, et cette nouvelle normalité, elle sera faite d'événements que nous considérions jadis comme des événements exceptionnels. Et puisque nous les considérions comme des événements exceptionnels, nous considérions volontiers qu'ils n'appelaient pas de réponse politique structurelle. Aujourd'hui, nous devons considérer que la lutte contre le changement climatique passera autant par des stratégies de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre que par des stratégies d'adaptation.
Ça veut dire que nous n'allons plus pouvoir choisir entre l'une ou l'autre, mais qu'il va falloir faire l'une et l'autre. Et ça, c'est vraiment absolument important, y compris en termes de culture collective, pour que nous ne cessions de considérer des événements extrêmes comme des événements exceptionnels. Nous allons très clairement vers un siècle où le climat sera plus instable et où ces événements exceptionnels vont se multiplier et s'intensifier et vont donc, en quelque sorte, devoir constituer la norme sur laquelle vont devoir s'appuyer des réponses politiques structurelles. C'est le premier enseignement qui me semble essentiel, cet aspect d'irréversibilité qui entraîne forcément un impératif d'adaptation. L'autre élément essentiel, qui est à la fois montré empiriquement par les inondations et qui est conceptualisé dans le rapport du GIEC, c'est l'importance de la question des inégalités. On sait déjà que les populations les plus vulnérables sont généralement les plus touchées par les impacts du changement climatique, notamment parce qu'elles habitent souvent dans des logements moins bien isolés, parce qu'elles habitent souvent dans des zones plus exposées aux risques environnementaux, parce qu'elles ont moins de moyens, moins de possibilités d'évacuer ou de relocaliser leur travail, parce qu'elles sont aussi souvent moins connectées à toute une série d'informations. Et donc, on sait que les plus pauvres, les plus âgés, les plus marginalisés seront et sont déjà les premières victimes des impacts du changement climatique. Et on l'a très bien vu lors des inondations, où c'était très clairement les quartiers les plus pauvres qui étaient aussi souvent les plus touchés et où les populations avaient le plus de mal à revenir, également parce que leur habitation était souvent moins bien assurée que celle des populations plus aisées. Mais un élément qui est mis en lumière dans le rapport du GIEC et qui me paraît tout à fait significatif, c'est le fait que ces inégalités sont aussi un puissant facteur de vulnérabilité. Parmi les éléments clés de la résilience d'une population, il y a sa cohésion sociale et les liens de solidarité qui sont tissés entre les individus. Ce qui veut dire que si nous n'y prenons garde, il y a un risque réel d'entrer dans un cercle vicieux où les impacts du changement climatique vont creuser les inégalités, qui à leur tour vont rendre la société dans son ensemble plus vulnérable aux impacts du changement climatique, et cette vulnérabilité va entraîner encore davantage d'inégalités. Et donc, politiquement, il y a un véritable impératif à articuler les politiques de réponse au changement climatique avec des politiques sociales en faveur de l'égalité. Et il ne faut pas le faire uniquement par solidarité ou par charité chrétienne ou par considération pour les plus pauvres et les plus vulnérables, mais il faut le faire aussi dans l'intérêt de la société tout entière. Les plus riches sont aussi plus vulnérables si les plus pauvres le sont. Et ça, c'est une grande leçon, je crois, de cohésion sociale et d'impératif de cohésion sociale pour nos sociétés dans la manière dont elles vont appréhender les impacts du changement climatique. Et le risque actuel, c'est que certaines des politiques qui sont engagées en réponse aux impacts du changement climatique n'aboutissent à accentuer encore davantage ces inégalités. C'est parfois un reproche qui est fait à juste titre à certaines politiques climatiques et environnementales, c'est-à-dire celui d'être pensé par des couches aisées de la population et destiné en premier lieu à des couches aisées de la population. Quand on considère, par exemple, en matière de mobilité, l'attention qui est donnée aux voitures électriques par rapport à d'autres modes de mobilité plus doux, par rapport au transport en commun ou même par rapport à la marche à pied, on se rend compte que toute une série de politiques en faveur des voitures électriques sont des politiques qui sont aussi avant tout destinées aux couches les plus aisées de la population, de manière à ce qu'ils puissent continuer à utiliser leurs véhicules comme par le passé,
sans avoir à supporter le poids de la culpabilité de contribuer au changement climatique. De la même manière, en matière d'adaptation, on pousse beaucoup aussi à la question des assurances. Le développement des assurances va évidemment être en priorité réservé aux couches les plus aisées de la population. Et donc attention à ce que nos politiques de réponse n'accentuent pas ces inégalités. Pour conclure très rapidement, nous devons nous rendre compte que nous sommes aussi à un moment où nous commençons à atteindre les limites de l'adaptation. Et que pour certains impacts du changement climatique, va véritablement se poser la question de jusqu'où il est possible de s'adapter et à quel moment il faut relocaliser les populations ou les déplacer. Et c'est évidemment une question qui est posée par les inondations. Ceci nous pose en conclusion, et puisque je parle ici en tant que chercheur, la question de l'engagement des chercheurs dans le débat public et dans le soutien à ces politiques d'adaptation. Et je crois que nous devons aussi ensemble travailler considérablement sur la manière dont l'apport de la recherche peut être intégré dans les politiques publiques. Parce que c'est quelque chose qui est difficile pour un chercheur. Parce que d'abord, dès que vous prenez position dans le débat public, vous vous exposez à toute une série d'insultes et de commentaires méchants. Ce sont des choses auxquelles on est relativement habitué. Dès que vous donnez un avis qui dépasse un peu votre sphère de spécialité, vous êtes accusé d'être un tautologue. Dès que vous donnez une interview à la télévision ou dans un média, vous êtes accusé de vouloir devenir une star des médias et de chercher votre quart d'heure de célébrité. Mais le problème, c'est aussi que ces insultes viennent parfois directement de mandataires politiques. Et là, je crois que nous avons un problème collectif en tant que société, lorsque des parlementaires bruxelloises vous traitent de triste cire, ou lorsque des mandataires communaux montois vous assignent à des identités et à de supposés copinages. Ça pose la question de la manière dont, en tant que chercheurs, nous qui ne sommes pas élus, nous pouvons nous investir dans le débat public. Et ce type de commentaires viennent aussi d'associations. Dès que vous donnez votre avis, vous devenez un grand sachant. Vous êtes accusé d'être mauvais perdant parce que vous n'avez pas organisé d'élections primaires pour les Verts français. Et donc vous avez comme ça toute une série de gens qui commencent à médire dans votre dos. Et c'est évidemment plus facile de médire dans le dos des gens que de le leur dire en face. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de la manière dont vous me voyez comme mauvais perdant, Antoinette. Et donc je crois que vraiment, il faut que nous posions la question dont nous pouvons intégrer les apports de la recherche dans le débat public et dont la critique qui est formulée par les chercheurs peuvent aussi être entendues par les pouvoirs publics. Et j'espère que cette journée sera aussi l'occasion d'avancer sur ce point. Merci beaucoup. Je cède tout de suite la parole à Inès.